Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Monde Politique, aujourd'hui, on reçoit pour vous un universitaire, un juriste bontain. Il s'agit du professeur Mamadou Ebié, professeur associé de droit international à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Il est également un avocat inscrit au barreau de New York, donc c'est aux États-Unis d'Amérique. Alors, ensemble, disons bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur, bienvenue. Bonjour, monsieur Boukma. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation à l'émission Monde Politique. Madame, monsieur, notre invité, donc le professeur Ebié, il est hors du pays, donc il est de passage au Burkina Faso. Donc je rappelle bien qu'il est hors du pays, aux Pays-Bas pour être plus exact. Il est titulaire d'un doctorat en études internationales, spécialisation droit international. Il est aussi diplômé de la Harvard Law School, de l'Académie de droit international humanitaire de droit humain à Genève et de l'Académie de droit international de la Haye. Auteur d'un ouvrage dénommé Souveraineté territoriale par traité, une étude des accords entre puissances coloniales et entités politiques locales, donc paru en 2015 à Paris. Alors, Monde Politique, c'est parti avec le professeur Ebié. Encore une fois, nous vous disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous allons commencer. Vous ne vivez pas au Burkina Faso, mais vous suivez de près ce qui se passe. Alors, de l'extérieur, le Burkina vu de l'extérieur, comment est-ce que c'est perçu? Le Burkina vu de l'extérieur ça dépend de la période dans laquelle vous regarderez. Okay. Si on regarde par exemple à partir de 2015, 2015 a été un moment de grande fierté pour le peuple burkinabé après l'insurrection qui a consacré l'attachement du peuple burkinabé aux droits de l'homme, à la démocratie et à une idée selon laquelle le peuple doit être maître de son destin. Et pendant cette période, tout le monde parlait vraiment très bien du Burkina Faso. Donc il y a des heures de gloire comme ce moment. Il y a aussi par exemple le procès Thomas Sankara, qui lorsqu'il a eu lieu, a été aussi vraiment très bien apprécié au-delà du Burkina Faso, à travers toute l'Afrique. Mais on ne peut pas non plus négliger les périodes difficiles que traverse notre pays, qu'il s'agisse de la situation sécuritaire qui s'est fortement dégradée au cours de ces dernières années, ou encore des multiples interruptions de la vie démocratique qui se sont passées par des coups d'État qui, d'une certaine façon, ont terni l'idée d'un État d'un peuple qui voulait prendre en main son propre destin. Un exemple concret, c'est le renouvellement du MCA qui a été arrêté par nos amis de l'étranger parce qu'ils ont considéré que nous étions en train de renier les valeurs qu'on avait partagées à un moment avec certains États. Alors que la transition de 2015, le MCA a été maintenu. Oui, le MCA a été renouvelé en 2015. Oui, en pleine transition, c'est ça? Oui, en pleine transition, et c'était un exploit parce que ça n'avait jamais été fait dans d'autres circonstances. C'est un programme qui est censé être réalisé une fois. Et l'une des raisons, c'était que l'on voulait soutenir davantage ce vent de démocratie, cette vague de fraîcheur que le peuple burkinabé était en train d'insuffler à notre culture de l'État, à notre culture de la redevabilité, à notre sens de porter une histoire. Mais malheureusement, celui-ci s'est interrompu et on est toujours dans le creux de la vague. D'accord, donc vous dites qu'il y a des heures de gloire, il y a des moments de gloire où l'étoile brille, comme le dossier Thomas Sankara. Donc d'abord, vous dites que pendant l'insurrection, c'était, comme on appelle, de l'extérieur, c'était très bien apprécié. C'est sur quel point, effectivement, les uns et les autres appréciaient le Burkina? En fait, ce que les gens appréciaient, c'était le fait que l'insurrection burkinabé traduisait l'idéal de jeunes décidant de ne plus laisser les pouvoirs à vie se perpétuer en Afrique. C'était l'idée selon laquelle les populations africaines, les peuples africains pouvaient dire non à toutes les formes de dictature, qu'elles s'agissent des dictatures bontaines et reconnues comme telles, ou ce qu'on appelle souvent des démocratures, c'est-à-dire des dictatures qui n'ont que l'apparence de la démocratie. Je pense que c'est cette idée qu'un peuple peut décider de lui-même, de ses options politiques, de ses options socio-économiques, prendre son destin en main. C'était vraiment cet aspect qui était
le plus apprécié lors de l'insurrection burkinabé. Et pour le dossier Thomas Sankara, puisque vous dites que ça fait partie également des heures de gloire. Le dossier Thomas Sankara est une heure de gloire du Burkina Faso parce qu'il résonne à l'extérieur, parce qu'il répond à un besoin fondamental de l'humain, qui est l'idée de justice. Savoir que justice a été rendue pour un dossier qui a été piétiné, rangé au tiroir, mis dans tous les obstacles, prouve à tous les peuples qui sont en train de se battre pour eux-mêmes leur propre justice que c'est possible. Donc c'est cette vague d'espoir-là que le Burkina était en train d'apporter à travers le procès Thomas Sankara. Mais c'était aussi un moment où tous ceux qui sont en train de lutter, les avocats qui ont poursuivi le dossier pendant des années, les familles qui ne se sont pas laissées décourager, c'est-à-dire que tôt ou tard, l'heure de la justice arrive. Et ce message d'espoir, ce message qui répond à ce besoin fondamental était reçu, il était partagé par beaucoup de gens, même au-delà de nos frontières. D'accord. Actuellement, nous sommes dans un pays en proie à la lutte contre le terrorisme, mais aussi il y a des coups d'État qui se déroulent. Donc, quand on met les deux dans la balance, est-ce que l'image ne change pas? L'image a changé. L'image a certainement changé. On le sent dans le discours de nos partenaires internationaux. On le sent même dans l'attitude d'officiels burkinabés à l'étranger, où la fierté de porter le Faso d'Anfani, la fierté d'arborer son drapeau national est en train de s'effriter. Personne n'a envie d'être aujourd'hui. On a dépassé l'heure en fait où des militaires pouvaient venir décider de tout pour un pays. On en a dépassé l'heure. C'était dans les années 90, dans les années 80. Mais de nos jours, il y a un consensus social qui s'est établi au niveau africain. Au niveau africain. Quand vous prenez par exemple l'Union africaine, la Charte africaine des droits de l'homme condamne les coups d'État. Elle proclame le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ça, c'est nous qui l'avons signé. C'est nous qui avons souscrit à ces valeurs. Il y a le protocole aussi qui interdit les coups. Au niveau communautaire, les peuples africains ont encore prohibé les coups d'État. Quand on rejette des valeurs partagées, quand on ne les respecte plus, il va de soi que ceux avec qui on partage ces valeurs aient des hésitations, commencent à avoir des doutes. La crise sécuritaire, elle a créé une grosse anxiété. Parce qu'avec l'insurrection populaire, ce qu'on attendait maintenant, c'était créons un État modèle, un État stratège et enclenchons désormais la voie du développement. Et malheureusement, la crise sécuritaire est venue nous mettre en arrière. Il y a combien d'élèves burkinabés qui ne vont pas à l'école? On n'en voit pas les conséquences aujourd'hui parce que nous sommes dans le temps T. Mais pensez à ces enfants quand ils auront 30 ans. Pensez à ces enfants quand ils auront 25 ans. Que deviendront-ils? Tous ces marginalisés, tous ces frustrés qui n'arrivent... On ne demande pas à l'État de donner à chacun un boulot ou à l'État de rendre tout le monde heureux. On demande à l'État de créer les conditions pour que chacun puisse exprimer ses potentialités. Et ça, c'est remis en cause encore par la crise sécuritaire. Donc, de ce que moi j'ai vu avec mes amis, c'était qu'ils étaient inquiets. Les gens me demandent, mais Mamadou, est-ce que le Burkina ne va pas devenir une deuxième Somalie? Et il n'y a pas de réponse claire. Je reste optimiste, bien sûr, parce qu'un peuple a toujours la force de son histoire et les défis que nous avons ne sont pas au-delà de nous. Mais c'est vrai que ça crée des doutes, des hésitations auprès de nos partenaires et de nos amis et qui regardent avec désespoir parfois notre pays s'enfoncer. Mais c'est dans ces conditions que vous venez au pays, vous revenez. Alors, entre ce que vous entendez de là-bas et les réalités, est-ce que vous êtes surpris ou bien ça cadre avec ce que vous entendez de l'extérieur par rapport à l'évolution de la situation sur le terrain? Je dirais, je ne peux pas dire que je suis surpris. Quand on prend par exemple un massacre comme celui qui a eu lieu à Nouna, il y a quelque temps, il y avait aussi eu lieu un massacre à Yirgou. Donc, ce qu'il y a de pire dans la situation actuelle, c'est qu'on est en train de s'inscrire dans une normalité du mal. On est en train de devenir aseptisé à l'idée qu'il y a du sang d'un Burkinabé
qui coule de façon injuste sur cette terre. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que lorsqu'on recule les seuils du tolérable, c'est l'intolérable qui gagne de plus en plus du terrain. Et malheureusement, le fait de ne plus être surpris pose problème. D'habitude, moi, je voyageais toujours pour aller avec le bus pour aller vers Banfora, d'où je viens. Mais cette fois-ci, tous mes amis m'ont dit « Ah non, c'est un risque trop important pour toi pour que tu le prennes. Il est préférable de prendre l'avion. » Évidemment, j'aime bien l'idée que ça permet de promouvoir le secteur aéronautique. Mais vous voyez qu'on ressent la crise sécuritaire à différents niveaux. Les prix des denrées alimentaires qui montent, la crise, donc tout le commerce qui est morose, tout ceci traduit une certaine réalité. Mais peut-être ce que je trouve quand je reviens au Burkina, c'est toujours cette idée qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir. Et ça, c'est vraiment très encourageant. D'accord. Vous êtes à l'émission Monde Politique de la radio Watt FM 100.7 et de la télévision Free TV. Notre invité est le professeur Mamadou Ebié. Il enseigne aux Pays-Bas. Donc, disons, pour aller plus simplement comme ça, il est professeur associé de droit international à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Alors, effectivement, le pays est en crise, donc la crise politique, donc les coups d'État qui s'enchaînent. Il y a aussi la crise sécuritaire. Maintenant, la réalité, c'est comment est-ce que quelle thérapie dans cette situation, dans cette crise socio-politique au Burkina? Quelle thérapie, quelle solution pour pouvoir nous en sortir? Je veux dire, personnellement, je n'ai pas de remède miracle. Je n'ai pas de remède miracle. Ce que peut-être je peux suggérer, et c'est ce que j'ai suggéré dans une conférence que j'ai organisée avec le Ballet citoyen, c'est d'interroger l'histoire. Quand les peuples se sont retrouvés dans des crises de cette nature, des crises multidimensionnelles, des crises aiguës, sévères, qui menacent l'existence de l'État et la cohésion nationale, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? Et là, ce que moi je trouve qui a été une expérience avec ses limites, ça a été l'expérience des conférences nationales souveraines. Les conférences nationales souveraines étaient l'idée, l'une perception par le corps social que face à des crises multidimensionnelles qui ont des aspects économiques, politiques, sociologiques, la meilleure manière de pouvoir résoudre ces crises, c'est de permettre aux enfants du pays de s'asseoir et de convenir ensemble des grandes orientations de leur État. D'exercer, comme je vous le disais tout de suite, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, mon avis, c'est que de nos jours, lorsque nous avons une crise économique, nous avons une crise sécuritaire, nous avons une crise politique, il est peut-être temps pour les Burkinabés, pour l'élite burkinabé, de convenir, de convier ses enfants pour que ceux-ci s'asseyent et tentent d'examiner les pistes de sortie de crise. Et l'une des raisons pour laquelle la conférence nationale souveraine est importante, ça tient à la nature de la crise. La nature de la crise, si on prend l'aspect sécuritaire, elle surfe sur des relents ethniques, elle surfe sur des relents religieux. Il y a aussi des disparités de développement au niveau régional. Dites-moi, comment peut-on résoudre chacune de ces crises-là? Pour pouvoir les résoudre, il faut que nous nous asseyions et que nous nous parlons, qu'on établisse un projet de société dans lequel tous les enfants, toutes les composantes de la nation burkinabé se retrouvent, qu'on discute de la question des moyens pour pouvoir mettre en œuvre ce projet de société et qu'on établisse un contrat social avec nos gouvernants pour que ceux-ci puissent être tenus de la mise en œuvre de ce projet de société avec les conséquences qu'il y a à faire. D'accord. Maintenant, effectivement, vous êtes en train de déboucher ces solutions, mais comment on a... Parce que après, on va aller à des élections. Donc, il y en a qui parlent de réforme du système électoral. Sinon, on risque de tomber dans la même traverse où nous maintenons le système électoral actuel. Pour vous, est-ce que la réforme du système électoral s'impose ou bien celui que nous avons, c'est un bon système? Je dirais pour la sortie de la crise. Je dirais que pour moi, l'élection n'est pas la réponse à la sortie de la crise. Parce que
Et ça a été l'erreur, en fait, des conférences nationales souveraines des années 90. Ils ont cru que les crises multidimensionnelles pouvaient se résoudre simplement en organisant les règles de dévolution du pouvoir politique. Comment est-ce qu'on devient président et comment est-ce que ça marche? Mais le problème, c'est qu'il faut résoudre la question du développement. Il faut résoudre la question des biens sociaux. Il faut résoudre la question de l'entente entre les fils et les filles du Burkina. Il faut résoudre la question du temps long qui est nécessaire entre une action de développement et le temps requis pour en voir ses fruits. Donc si on s'arrange tout simplement en se focalisant, organisons des élections pour que quelqu'un vienne au pouvoir, la personne va venir au pouvoir, mais elle va se heurter encore à ces mêmes déchirements du tissu social, à cette même crise économique qui requiert de lourds sacrifices de tous les Burkinabés, qu'elle aura de la peine à véritablement mobiliser. Donc c'est pourquoi en fait je dis, les élections, oui, mais il faut prendre aussi les autres dimensions de la crise. Et concrètement, ce que moi je propose, par exemple dans le cadre de cette conférence nationale souveraine, on pourrait avoir un forum qui lui s'occupe en fait simplement de définir les grandes orientations de l'État de façon consensuelle. Ce qu'on veut éviter, c'est que chacun qui arrive au pouvoir ne soit pas en train d'amener le pays dans la voie qui lui plaît. C'est très dangereux dans le cadre d'un système démocratique. Aussi, parce que comme nous avons des coups d'État à répétition, il faut craindre que n'importe qui arrive au pouvoir par un coup d'État décide encore de changer toutes nos options. Un consensus social autour de ces grandes options. Même si quelqu'un arrive qui n'arrive pas à modifier les choses en sa faveur. Pas seulement en sa faveur, mais seulement à cause de sa seule perception de ce qui est bien pour le pays. C'est tout le peuple qui doit exercer son droit de disposer de lui-même. Il ne doit pas être otage de politiciens, il ne doit pas non plus être otage de l'élite militaire ou de putschistes. Il faut que le peuple s'assume et la meilleure manière pour le peuple de s'assumer, c'est d'organiser une conférence nationale souveraine où le peuple lui-même regarde en face ses problèmes et essaie de trouver les solutions qui lui sont appropriées. Donc ça, ce serait un aspect. Donc un aspect dédié aux grandes orientations de l'État, pour l'instant, pour maintenant et aussi pour le temps à venir. Mais en même temps, il faut s'occuper de la crise actuelle, la crise des personnes déplacées internes, la crise sécuritaire, la crise alimentaire et toute la crise économique. Donc là, il faut mettre un gouvernement compétent autour d'un leadership crédible, axé sur les résultats, qui s'occupe de ces questions. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là non plus, parce qu'il faut résoudre la question de l'armée. Parce que c'est cette question-là qui nous ramène toujours à des coups d'État et à des coups d'État en espérant un messie. Je dis toujours que le Burkina est devenu un accro au jeu de casino et il pense toujours que c'est lui qui va gagner. Alors que dans le jeu de casino, la seule personne qui gagne, c'est le casino. Ce n'est pas les joueurs. Donc, pour que nous gagnions, il faut que ce soit nous qui établissions nos règles. Et donc là, dans le cadre de cette commission de réforme de l'armée, qui est placée sous l'autorité de la conférence nationale souveraine, on aurait ce qu'il faut pour créer une armée républicaine, une armée qui s'occupe de sa mission fondamentale, former des hommes aguerris au métier de la guerre. D'accord, former des hommes aguerris aux médias de la guerre, mais dans cette crise sociopolitique, effectivement, et par rapport aux réformes et à la réforme des élections, vous avez des gens qui ont réfléchi à ce qu'on fasse un suffrage universel indirect, que ce soit au niveau de la présidence ou même au niveau des collectivités territoriales. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? C'est vrai qu'en Afrique, il y a des pays qui le font. Il y a des pays aussi qui le font comme nous le faisons ici. Quelle pourrait être la meilleure solution en ce qui nous concerne, connaissant bien nos réalités? Je pense qu'il ne faut pas... c'est une question assez complexe. Hein, et la réponse la plus simple consisterait à dire, dans le cadre de la conférence nationale souveraine, on examinera ces questions et on trouvera le système qui nous convient. Parce qu'il n'y a rien de plus inquiétant que le fait que nos pays, quand ils doivent organiser des élections, ont besoin d'assistance financière
pour pouvoir élire leurs dirigeants. Et c'est très coûteux d'ailleurs. Et c'est très coûteux. Alors, est-ce qu'il est impossible de réfléchir à un système moins coûteux, mais tout autant représentatif? Parce qu'au final, c'est le peuple, c'est la légitimité populaire, populaire qu'on est en train de chercher. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres mécanismes de trouver cette légitimité populaire-là? Et c'est là, je crois, avoir vu le professeur Loada qui disait que bien, on peut penser au suffrage indirect, surtout que dans la majorité de nos cas, les candidats ne sont pas nécessairement élus au programme politique. Donc, avec un suffrage indirect, on pourrait permettre en fait une évaluation beaucoup plus qualitative des profils des candidats. Et pensons par exemple à un exemple comme la Chine. Dans la Chine, pour pouvoir aspirer à des postes au niveau national, il faut commencer au niveau de la gouvernance locale. Ah ouais. Il faut pouvoir aller dans un village à Falangutu et faire tes preuves que tu peux diriger une communauté vers le développement. Donc ce n'est pas n'importe quel kidam qui reste dans son salon et qui en se rasant se dit je me verrai bien en président, sort pour faire une campagne. Il faut qu'il y ait un CV qui étoffe le sens de son engagement public, qui prouve sa capacité à fédérer les initiatives et à faire travailler les gens vers... Donc tous ces systèmes-là sont là, toutes ces possibilités sont là, mais je pense que dans notre cas, ce qui est important, c'est que ce soit une solution consensuelle. Il faut que ce soit une solution partagée par le corps social, parce que c'est là qui permet aux solutions d'être durables. Une solution imposée à une fraction du pays, une fraction du pouvoir politique, une fraction régionale, une fraction ethnique, emporte en elle-même les germes de la contestation. Et ce sont ces germes de la contestation qui poussent davantage au déchirement du tissu social. D'accord. Et pour la conférence nationale souveraine que vous proposez, pour vous, quel est le moment idéal pour tenir cette conférence nationale souveraine? Moi, je pense que la conférence nationale souveraine doit se tenir maintenant. Je pense qu'elle doit se tenir maintenant parce que, premièrement, quel homme politique, si on organise des élections demain, quelqu'un gagne. Quel est l'intérêt que cette personne a de venir partager son pouvoir légitimement obtenu avec les autres corps sociaux? Et en fait, je vous dirais que l'une des raisons pour laquelle les acteurs ne courent pas vers la conférence nationale souveraine, c'est que beaucoup d'acteurs pensent que dans cette situation de chien-lit-là, eux pourront s'en sortir et peuvent battre tous les autres. Mais la vérité, elle est là. Le président Roch a souffert avec cette crise. Le régime d'Amiba a souffert avec cette crise. Le régime Ibé est en train de s'efforcer pour encore travailler sur cette crise. C'est-à-dire, et tous ces régimes n'ont fait qu'appeler à l'unité nationale. Il faut avoir donc le courage de la vérité et de dire, peut-être que la solution, c'est de nous asseoir et de nous entendre. Maintenant, ça c'est l'un des premiers, la raison pour laquelle il est impérieux de faire la conférence maintenant. Deuxièmement, quelles sont les voies de sortie de la crise que nous avons actuellement? Dans une crise comme celle-là, il y a 3 voies de sortie. Premièrement, le régime IB peut parvenir en 2024 à organiser les élections. Mais de vous à moi, quel président civil va venir s'installer à Kossiam quand il y a des cobras, des mambas verts qui détiennent les armes et qui ont fait tomber un gouvernement à 2 reprises en une année? Deuxième hypothèse de sortie de crise, c'est que le régime ne parvienne pas à organiser des élections ou décide de ne pas quitter le pouvoir pour une raison ou une autre. Je ne juge pas des intentions des uns et des autres. Où est-ce qu'on retourne? On se retourne encore soit dans une dictature, soit dans une démocrature, comme c'était le cas sous les régimes Compaoré. Troisième hypothèse, qui est la pire, je vous le dis, qui est la pire, c'est un coup d'État dans un coup d'État. Et là, un coup d'État dans un coup d'État, on fracture encore de nouveau notre armée. Ce sont les 3 voies de sortie de la crise. 3 possibilités. Et donc, pour moi, en ce moment T, la meilleure solution, c'est cette conférence nationale souveraine. Les élites politiques, religieuses, coutumières, syndicales, intellectuelles, doivent s'assumer maintenant. Elles doivent faire comme en 1947.
quand on avait divisé notre pays entre tous les autres pays, qui s'est levé pour se battre pour la reconstitution de ce pays? En 1947. En 1947. Aujourd'hui encore, notre pays est menacé de disparition. Qui doit se lever encore pour appeler les fils à s'entendre et à travailler ensemble pour sortir de cette crise? Ce sont ces mêmes élites-là. Et maintenant est l'heure. Maintenant est le temps de se lever pour le faire. C'est la seule voie même qui permet à nos militaires d'avoir une sortie honorable. C'est la seule voie. Parce qu'un coup d'État dans un coup d'État, je vous dis, un seul militaire qui meurt dans des affaires de coup d'État. Vous savez quel est le gâchis que cela pose pour le budget de l'État burkinabé? Parce que ce militaire, le Burkina l'aura éduqué au primaire, il l'aura éduqué au secondaire, parfois il l'a éduqué au PMK, l'a envoyé à l'université, l'a envoyé faire des missions de paix. Chaque militaire nous est précieux. Pour un État en manque de ressources et en manque de capital, il est important de préserver. Si on ne peut pas avoir du nouveau capital, de nouvelles ressources, il est important de ne pas les perdre. Et là, en offrant une voie de sortie de crise aux militaires, dans le cadre d'institutions légitimes, cohérentes et axées vers la résolution de nos crises multiformes, il est possible de s'en sortir. Mais les trois autres options ne me paraissent pas des options viables pour le Burkina Faso. D'accord. Professeur Mamadou Ebié, professeur associé de droit international à l'Université de Leiden aux Pays-Bas et à Monde Politique, nous poursuivons notre émission. C'est vrai, vous avez parlé de la conférence nationale souveraine comme une thérapie, comme une solution pour sortir de cette crise, mais en même temps se pose la question de quel citoyen de demain, quel État au service du citoyen burkinabé. Quel État est-ce qu'il faut mettre en place qui soit vraiment, véritablement au service du citoyen? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, on a l'impression qu'il y a une déconnexion entre l'État et le citoyen. Bon, il dit c'est l'État qui a fait, c'est l'État qui a fait, alors que ça ne devrait même pas être comme ça. Alors, quel État au service du citoyen burkinabé? Quel État au service du citoyen? Permettez-moi juste un bref rappel historique. Je ne vais pas être long. Je vais être très bref. Aujourd'hui, on a l'impression que l'État est un acteur qui a toujours existé. On a l'impression que l'État, c'est un acteur qui n'a jamais eu d'adversaire. Mais c'est faux. Quand vous prenez l'État européen au XVe et au XVIe siècle, il avait plusieurs adversaires. Les premiers adversaires, c'était les ligues hanséatiques. Ça, c'était vers le Moyen-Âge. Les ligues hanséatiques étaient une association de commerçants qui faisait la guerre aux États et qui les battait. Battait les États. Régulièrement. Pour quelqu'un comme moi qui m'intéresse à l'histoire, quand je regarde les multinationales géantes, aujourd'hui, il y a des multinationales devant lesquelles nos États sont des nains. On est toujours dans la même configuration. Il y avait l'Église, la papauté, qui réclamait la gouvernance étatique et la gouvernance, le pape était Dominus Mundi, donc souverain du monde, et devant lequel les souverains devaient se prosterner, y inclut l'État. Il y avait aussi les entités féodales. On parle souvent du duc de Bourgogne, qui est l'exemple caractéristique. Jusqu'en 1870, en Allemagne, le pouvoir était détenu par les entités féodales. Ce que je suis en train de vous dire, il suffit juste de regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait que nous n'avons pas d'État, qu'est-ce que ça a créé? On a retrouvé encore les mercenaires. Oui, on a encore retrouvé les entrepreneurs de la violence, qui étaient entre autres les ligues hanséatiques. On est en train de retourner encore vers le pouvoir des confréries religieuses, peu importe leur nomination. C'est pourquoi, quand les populations, quand les peuples ont choisi de consacrer l'État comme mode politique de gouvernance, il y avait un intérêt dedans. C'était l'État qui était perçu comme le meilleur arbitre, la meilleure entité, malgré ses défauts, pour pouvoir protéger le pauvre, la veuve et l'orphelin. En même temps que le riche, le fort et tout ce qu'on peut savoir. L'État devient l'arbitre du jeu social. Mais qu'est-ce que l'État? L'État, si vous me demandez tout simplement, c'est une entité qui fait deux choses. Premièrement, elle exerce un contrôle sur le territoire. Elle exerce un contrôle sur les personnes. Elle exerce un contrôle sur les individus.
elle exerce un contrôle sur les transactions. Tant que l'État ne fait pas ça, l'État ne peut pas garantir la sécurité. On ne contrôle pas nos transactions financières. L'argent rentre, on ne sait pas d'où. Les armes rentrent, les objets, les armes rentrent, on ne sait pas d'où. Les hommes, les gens rentrent, on ne sait pas d'où. Le territoire, il y a des choses qui se font dans notre territoire, on ne sait pas où. Et c'est ça l'une des raisons de notre crise. Notre crise actuelle, c'est une crise de l'État. Et la question que nous nous posons, c'est comment est-ce que nous allons pouvoir créer un État qui exerce ces 4 fonctions. Avec quels moyens et pour quelle finalité? Oui, mais c'est aussi la compréhension d'ailleurs du citoyen, du sens et du rôle de l'État. Est-ce que déjà ça s'est compris dans le contexte actuel? Souvent j'entends parfois des intellectuels dire que oui, l'État est une créature européenne. Oui, tout à fait. C'est un modèle importé. Ce que vient avec la colonisation. C'est l'État colonial et tout. En fait, les gens trouvent du plaisir à nous dire que nous les Africains, nous n'avons rien créé. Mais parfois on est assez stupide pour annoncer la même chose. L'Empire du Mogo, c'est quoi? Elle exerce un contrôle sur le territoire, sur les personnes, sur les transactions et sur les individus. Et elle assure une redistribution des richesses en permettant aux gens de pouvoir... C'est un État. Soundiata Keïta, l'Empire du Mali, c'est quoi? C'est un État. C'est un État. Même les sociétés qu'on appelle péjorativement acéphales, parce qu'on les définit par ce qu'elles n'ont pas au lieu de ce qu'elles sont, ont des modes de gouvernance pour régler ces 4 fonctions. L'État est une créature de l'humain. C'est l'expérience de l'humain dans la question de savoir comment gouverner, comment gérer une communauté humaine. Il faut créer des règles, il faut créer des institutions, il faut créer des procédures et il faut laisser à ces règles, ces institutions et ces procédures assez de force pour pouvoir garantir la paix sociale. On a des institutions, on a des règles, on a des procédures chez nous. Vous êtes sûr? Qu'on a des institutions, qu'on a des règles et qu'on a des procédures. On a une loi qu'on appelle la loi fondamentale qui est la Constitution. Il y a les institutions, il y a le gouvernement, comme on appelle ça, les institutions républicaines. On a eu une force républicaine, la police d'État, disons. Donc la force légale qui est là, donc qui accompagne notre démocratie. Première question que je vous pose aujourd'hui. Il y a quel service de l'État burkinabé? Donc vous pouvez aller sur le site internet, regarder les conditions de délivrance d'un document et faire exactement ce que ces indications disent et puis retirer après votre dossier. Très souvent, il faut appeler quelqu'un. Il faut user des relations personnelles pour faire fonctionner l'appareil de l'État. Et vous savez, historiquement, quand l'État était obligé de passer par des individus pour exister, c'était quelle période? C'était le féodalisme. Pour pouvoir collecter des impôts, on confiait la charge de collecter des impôts à un duc, à quelqu'un qui le faisait, et après il redistribuait à l'État ce qu'il voulait. Au prince même à l'époque, ce qui était convenu. Et on est toujours dans cette logique-là. Quand vous dites qu'il y a des institutions, il y a des règles, il y a des procédures, est-ce que tous les villages du Burkina ont une école digne de ce nom? Est-ce que tous les institutions, vous dites il y a l'armée, il y a tout, oui, est-ce que tous les villages du Burkina sont sécurisés? Non, le tout n'est pas de dire que ces choses existent sur le papier. Le tout, c'est de dire qu'elles doivent être appliquées et qu'elles doivent aussi répondre à leur finalité sociale. Quand chaque fois il y a un coup d'État, j'ai trouvé très ironique que des juristes, lorsqu'il y a eu notre premier coup d'État et notre second coup d'État, étaient en train d'applaudir en disant que non, voilà, le fait, c'est la force normative des faits. Les faits priment sur le droit, ou encore le droit, c'est la force. Et ma réponse, c'est celui-ci. La prochaine année, en première année de droit, dites aux étudiants de venir avec des kimonos. Parce qu'on va leur apprendre la force. Ah oui, parce qu'on ne va pas leur apprendre le droit. On va leur apprendre la force. Non, le droit, ce n'est pas la force. Le droit, c'est un devoir-être. C'est des règles, c'est des procédures, c'est des institutions qui doivent être respectées. Lorsque la force arrive, elle arrive soit pour soutenir le droit, auquel cas elle est légale, ou elle arrive en violation du droit, auquel cas elle est illégale.
La force n'a pas de portée normative. Elle crée juste un fait qu'on peut juger à la lumière du droit. Donc quand on regarde par exemple notre pays, on dit on a une constitution, mais on a fait 2 coups d'État en une année. On a fait 2 coups d'État en une année, mais justement pour rendre cet État-là véritablement État, quelles sont les réformes majeures engagées et quel discours également tenir vis-à-vis des citoyens pour qu'ils comprennent les enjeux? Pour pouvoir rendre cet État un État, il faut plusieurs choses. Je vais juste essayer de me limiter à quelques petites choses. L'État naît d'un projet de société. Quand vous regardez l'histoire de l'État en tant qu'institution, elle naît d'un projet de société. On dit on veut gouverner pour tel objectif. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, l'État requiert des moyens. Et l'État va trouver ces moyens là-haut. Quand l'État veut exercer toute sa souveraineté, elle trouve ses moyens dans le peuple. Et lorsque l'État commence, donc c'est à cause de ça, un historien comme Charles Tilly disait l'État c'est l'impôt et c'est la guerre. L'impôt pour financer la guerre pour affirmer la souveraineté et la défendre. Et maintenant, quand l'État a besoin de ses moyens et qu'elle commence à taxer les citoyens, qu'est-ce que les citoyens disent? Non, il y a des limites à ce pouvoir d'exercer cette souveraineté. Ça crée le concept des droits de l'homme. Il y a des limites, il y a des garanties contre l'arbitraire. On veut des garanties contre l'arbitraire. Magna Carta. On commence par, ou charte du Mandé. On commence par ça. Ensuite, deuxièmement, lorsque l'État décide donc de taxer les individus pour pouvoir avoir ses forces, les individus demandent, mais qu'est-ce que tu fais de notre argent? Voici là où tu dois l'amener. C'est le contrat social. C'est la création des biens sociaux. Parce qu'en ce moment, l'État n'existe plus. Hobbes disait que c'est un léviathan, mais il avait mal compris l'État. L'État n'est pas une force brute. L'État est un outil au service des populations. Donc pour que les populations puissent connaître l'État et comprendre l'État, il faut qu'elles puissent le voir à l'œuvre. Il faut qu'elles puissent le voir dans chacun de ces deux aspects. En tant que collectivité, en tant qu'institution qui demande de la ressource, mais en tant qu'institution aussi qui distribue des biens sociaux. Donc, tant que le citoyen ne voit pas l'État dans ces deux rôles, il ne sait pas ce que c'est. Il pense qu'on nous dit parfois que c'est une affaire de blanc. Mais dans cette affaire-là aussi, les intellectuels doivent jouer leur rôle. Ils doivent avoir le courage de dire que non, l'État est une création de l'intelligence humaine qui répond à un besoin. Et dès lors qu'il faut travailler à renforcer, aujourd'hui, la faiblesse de notre État dans ses capacités de contrôle sur les 4 causes, c'est ça notre terrorisme. C'est ça, tant qu'on ne va pas avoir cet État fort, capable de contrôler les individus, les objets, les transactions et les espaces, on est ouvert aux 4 vents à l'insécurité. Aujourd'hui, tout le monde sait que personne n'arrive à suivre son propre projet de développement individuel juste parce qu'il y a le terrorisme. Il faut un État. Mais pour ça, il faut ce dialogue. Il faut que ce dialogue-là permette de définir les finalités de l'État, les grandes orientations de l'État et les conditions qu'on lui donne pour exercer son pouvoir de coercition. Et le faire savoir aussi aux citoyens, mais comment? Le faire savoir en lui. Parce que le citoyen burkinabé a l'impression, et bon, beaucoup de citoyens, c'est même pas seulement Burkina, dans plusieurs pays africains, c'est comme vous l'avez dit, pour eux, c'est juste une invention. C'est venu d'ailleurs, c'est le colon qui l'a transporté dans ses valises. Donc, il ne se sent pas concerné. Oui, mais alors, face à lui, quel discours lui tenir? Non, le discours qu'il faut lui tenir, c'est de dire, ok, s'il n'y a pas l'État, qui protège le faible? Qui protège la veuve? Qui protège l'orphelin? Il n'y a aucun acteur social qui a la légitimité pour pouvoir protéger le faible, la veuve et l'orphelin. C'est ça le rôle de l'État. Il n'y a aucun acteur social qui a pour mission de créer les conditions pour que chacun puisse déployer ses talents. C'est ça le rôle de l'État. Et parce que l'État est indispensable pour cela, il le faut. Moi, souvent les gens se meuvent de mon parcours académique et professionnel. Vous savez quoi? Du primaire CP1 jusqu'en terminale, mon papa n'a pas payé plus de 100 000 francs.
Le primaire, c'est jusqu'à un terminal. Le primaire, c'était à 1500, je crois. Le collège, ça devait être vers 3500, 5000. L'université, c'était à 7500. Et là, j'avais une bourse. Aujourd'hui, juste pour mettre un enfant à la maternelle, ça dépasse cette somme-là. Donc, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer une société où les riches se reproduisent entre eux. Et vous pensez que les pauvres vont rester à la marge en train de vous regarder gérer la chose? C'est ça le rôle de l'État. Si l'État doit pacifier la société, elle doit créer des conditions du développement. Elle doit créer des conditions pour que les individus puissent exprimer tout leur talent. Et c'est lorsque l'État fait cela que les individus se l'approprient. Parce qu'ils le voient à l'œuvre. D'accord. Parce qu'il le voit à l'œuvre. C'est vrai que le professeur Mamadou Ebié, vous êtes bien sur la radio Watt FM et sur la télévision Free TV. Et notre émission se poursuit. Alors, vous êtes dans les relations internationales. Vous enseignez d'ailleurs le droit international. Parlons de diplomatie. Quelle diplomatie pour la transition burkinabé? On voit que avec l'ancienne puissance coloniale, les muscles se sont bandés. Il y a un rapprochement qui a été beaucoup plus opéré vers la Russie. Le Premier ministre, lors de son adresse d'ailleurs à la représentation nationale, disait qu'ils vont varier davantage les partenaires diplomatiques du Burkina. Alors nous sommes en pleine transition. Vers qui aller? Quelle diplomatie véritablement pour le Burkina Faso? Ma réponse reste encore la même. La diplomatie choisie par le peuple burkinabé. C'est le peuple burkinabé qui doit choisir, dans le cadre de son exercice du droit à l'autodétermination, lorsqu'il définit ses options politiques, socio-économiques et culturelles, il choisit sa diplomatie en fonction. C'est là le rôle du peuple burkinabé. Et ça ne peut pas être un choix qu'on décide juste parce qu'on a des armes. C'est ça le problème. Et c'est là tout l'intérêt de la conférence nationale souveraine, pour que le peuple puisse exprimer sa voix. Pour que le peuple puisse exprimer sa voix. Donc c'est pour moi là toute l'essence. Maintenant, de nos jours, la diplomatie est un jeu très subtil. Elle est un jeu très subtil. Pour pouvoir faire ce jeu très subtil, il faut premièrement avoir des alternatives à un accord avec ses partenaires. Les alternatives. Quand on a une alternative à un accord avec un partenaire, lorsque vous rentrez en négociation, le partenaire ne vous sent pas obligé. Il ne vous prend pas pour acquis. Il est obligé de rehausser le niveau de son jeu. Il est obligé de rehausser le niveau de son jeu. Maintenant, ces alternatives à un accord, comment est-ce qu'on les crée? On les crée déjà en créant une union autour des objectifs de la diplomatie. Quand on arrive divisé, le partenaire avec qui nous sommes en train de négocier sait que vous êtes divisé à la maison. Il joue sur vos divisions. Il sait que même s'il ne vous donne rien, vous ne pouvez pas payer vos fonctionnaires. Donc il est même capable d'entretenir ces divisions. Il peut le faire. C'est pas moi qui le disais, mais les États n'ont pas d'amis. Ils peuvent en avoir, je ne suis pas nihiliste, mais il ne faut pas présumer que les États aident les autres de gaieté de cœur. Donc les États, il faut pouvoir avoir ces alternatives à l'accord. Et le meilleur moyen d'avoir ces alternatives à l'accord, c'est de pouvoir le tirer du niveau interne, de nos propres ressources. C'est ça l'autonomie stratégique dont tout le monde parle. C'est ça l'autonomie stratégique. Elle vous permet, lorsque vous discutez avec les gens, de ne pas le faire les mains liées, de pouvoir dire non, de pouvoir dire ok, si c'est ça, je vais trouver d'autres alternatives. Mais si on n'arrive pas à le faire, je ne lutte pas votre question sous ces aspects Russie et ainsi de suite. Beaucoup de gens se sont prononcés là-dessus. On a dit que nos partenariats sont assez diversifiés déjà, qu'on obtient nos armes de la Russie et ainsi de suite. Moi, je ne veux pas rentrer là. Donc, c'est-à-dire pour vous, peu importe le partenaire, c'est comment est-ce qu'on négocie et qu'est-ce qu'on peut gagner avec le partenaire. Oui, et pourquoi? Et pourquoi? C'est vraiment ça le point. Pourquoi? Est-ce que c'est le mandat du peuple burkinabé ainsi? Regardez par exemple, est-ce que vous imaginez que par exemple suite à un coup d'État, quelqu'un vient au pouvoir et décide de changer nos options fondamentales avec la Côte d'Ivoire? C'est un gros danger. C'est un gros danger.
pour les raisons historiques que nous savons, pour les raisons sociologiques que nous savons, et ainsi de suite. Ces choix fondamentaux de notre diplomatie doivent faire l'objet d'un consensus social. Pour que peu importe qui arrive, aujourd'hui, qui est en train de décider qu'on doit aller vers la Russie ou vers la France? Est-ce le peuple burkinabé? Est-ce le consensus des élites burkinabées? C'est ça le point. Pour moi, il faut revenir vraiment à celui qui est au pouvoir, à mon avis. Il doit être un serviteur d'une mission, d'un objectif, d'un pacte décidé par la société. Et il la met en œuvre. Mais quand chacun arrive et dans l'arbitraire de ses pensées, de ses idées, décide que le pays va à gauche, on suit, le pays va à droite, on suit, le pays va au milieu, à la fin le pays va où? Il ne va nulle part. Et surtout que dans notre contexte, nous sommes limités par pratiquement 6 pays. 6 pays. Donc nos choix influent et leurs choix également influent. Il faut savoir également discuter avec ces pays-là. Il faut savoir discuter avec ces pays-là. Mais pour pouvoir discuter avec ces pays, il faut d'abord que nous, au niveau local, au niveau national, on sache qu'est-ce qu'on veut avec le Mali. Quels sont les axes fondamentaux de notre diplomatie avec le Mali? Quels sont les axes fondamentaux de notre diplomatie avec la Côte d'Ivoire? Quels sont les axes fondamentaux de notre diplomatie avec le Togo? Qu'est-ce qui ne change pas selon la tête de qui est au pouvoir? Il faut qu'on le sache. Quels sont les moyens qu'on veut mettre pour tel axe ou tel axe? Quels sont nos axes de priorité? À un certain moment, on parlait de diplomatie du développement. Nous l'avons créé parce que ça répondait à une finalité. À une finalité. Pour moi, ce qui est important, c'est ce consensus social. C'est ce peuple qui dit « nous voulons aller dans une direction ». Et après, on choisit les gens qui vont mettre en œuvre le consensus dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Alors, dernier point avec notre invité, c'est la contribution des intellectuels au niveau au développement. Lors de son adresse également au niveau de l'ALT, le Premier ministre avait dit que on a des intellectuels qui ne produisent pratiquement pas, sans fâcher certains. Alors, comment est-ce que les intellectuels peuvent contribuer au développement? C'est une réponse, c'est une question compliquée. Et je réponds encore par une question toute simple. Est-ce que vous connaissez où se trouvent les locaux des presses universitaires de Ouagadougou? Oui, je connais. Il y a combien de Burkinabés qui le savent? Il y a combien d'intellectuels, de politiciens de notre scène qui savent où se trouvent les locaux des presses universitaires de Ouagadougou? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un catalogue de tout ce que les intellectuels burkinabés ont produit sur la crise sécuritaire? Les intellectuels qui ont alerté que depuis les années 90, que si on laissait le Sahel dans cet état, notre plus grand danger viendrait de là. Non, aujourd'hui c'est devenu, depuis que le Burkina Faso est un état, puisqu'on aime faire les calculs, il y a eu combien d'intellectuels à la tête du Burkina? Il y en a eu combien? C'est des réalités concrètes. Donc, ce qui est en train d'arriver, sincèrement, et la question me touche particulièrement, ce qui est en train d'arriver, c'est que les intellectuels, on ne les soutient pas dans leur travail de recherche. On ne les soutient pas. C'est combien le financement public à la recherche dans notre pays? On ne les lit pas. On les ridiculise quand ils se présentent en politique. Laurent Bado, Augustin Louada, Natama. On leur donne des leçons sans avoir la prétention à l'érudition ou à leur état de connaissance. Et ensuite, on en fait les boucs émissaires. C'est ce que votre société consacre pour les travaux de réflexion. Vous dites que c'est ce qu'il faut prendre haut et court. Qui va réfléchir pour vous? Donc, au final, en fait, ce qu'on reproche, quand on dit oui, c'est la faute des intellectuels, c'est la faute des intellectuels, ce dont les gens se plaignent, c'est que les intellectuels refusent d'être des porte-valises pour des politiciens véreux ou des militaires putschistes. Mais c'est à cause de leur savoir, c'est à cause de leur étude comparée des phénomènes politiques qu'ils savent que des politiciens véreux, des militaires aventuriers ne peuvent pas
résoudre des crises multiformes. Mais on a parfois vu des intellectuels chevronnés, professeurs titulaires d'université aussi, qui ont accompagné des présidents dictateurs sur le continent africain. On en a vu aussi. Oui, donc c'est ce que vous voulez. Est-ce que c'est ce qu'on demande maintenant à l'intellectuel burkinabé? Est-ce que vous voulez aujourd'hui que nos intellectuels, dès qu'il y a une dictature, ils se lèvent pour mettre leur intelligence au service du mal? L'intellectuel a une responsabilité sociale. Alors, comment on replace l'intellectuel, comment on appelle ça, au sein de la société? Je me rappelle que juste après le coup d'État de Damiba, quand le Conseil constitutionnel a validé le coup d'État et a autorisé son investiture officielle comme s'il avait été démocratiquement élu, vous aviez fait une sortie et vous avez même dit que c'était possible de toujours rattraper par rapport à cette investiture. Est-ce que votre message, vous avez été écouté? Est-ce que du pays, des gens vous ont dit oui, effectivement, c'est possible? Est-ce que... Je n'ai pas été écouté. Je n'ai pas été écouté. Parce que ce qui est arrivé, le coup d'État de Damiba, c'était priver le peuple burkinabé de son droit à disposer de lui-même. Mais ça, les gens ne voulaient pas en parler. On voulait prendre le sort de 21 millions de Burkinabés et remettre ça sur la tête d'un lieutenant-colonel. Qu'on ne connaissait que de très peu pour ceux qui s'intéressent très près à notre actualité politique. On ne connaît pas ses visions politiques. Il ne nous a pas demandé notre accord. Et on était là, on nous prenait et on nous donnait. Maintenant, moi j'ai dit non. J'ai dit non, il ne faut pas passer par là. Il faut faire des assises où le peuple souverain choisira ses optiques. Parce que un militaire n'a pas de prétention à diriger le pouvoir politique. S'il veut le faire, il enlève sa tenue, il dépose ses armes et puis il rentre dans le jeu politique. Comme tout le monde, il nous montre à la hauteur de ses idées, de son patriotisme, de la force de ses convictions, ce qu'il peut faire. Mais rentrer avec tes armes pour que tout le monde se tienne au garde à vous et puis dire que tu as gagné, excusez-moi, c'est la lâcheté. C'est une victoire sans saveur. C'est une victoire sans saveur. Alors, en tant qu'intellectuel, vous avez beaucoup contribué parce que vous écrivez pour plusieurs presses en ligne au Burkina, vous faites une bonne production intellectuelle. Quand vous entendez un premier ministre qui dit que les intellectuels burkinabés ne produisent pas, qu'est-ce que ça vous fait? Je lui demande est-ce qu'il connaît les routes des presses universitaires de Ouagadougou? Est-ce qu'il a fait... est-ce qu'il connaît où c'est? Juste ça, moi je ne demande pas grand-chose. Alors, mais comment est-ce que maintenant on les prend en compte dans le développement? Comment est-ce qu'on les canalise? On les nomme à des postes de responsabilité, à des postes de réflexion, comment on fait? On n'a pas besoin de dire à l'intellectuel ce qu'il doit faire. Il faut laisser l'intellectuel juger de son rôle social. Il y a certains d'entre les intellectuels qui ont jugé utile de rentrer dans l'action politique. C'est leur droit. Il y a d'autres qui ont préféré rester en tant que force de proposition, et d'exprimer leur point de vue. Vous savez, ceux qui disent qu'aujourd'hui, il faut que les intellectuels rentrent dans le jeu politique, surtout dans la manière dont ils définissent les intellectuels, c'est-à-dire probablement un professeur d'université, quelqu'un qui est lettré, qui a de gros diplômes et tout. Avoir de gros diplômes, ça ne dit rien sur la valeur éthique et morale d'un individu. Le scandale des notes sexuellement transmissibles dans nos universités, à Ouaga et ailleurs, c'est vos intellectuels, hein? C'est ceux que vous demandez de rentrer dans le jeu politique. Donc ils vont rentrer également avec leur tard. Ils rentrent aussi avec leur tard. Un intellectuel, même s'il n'a pas cet art éthique et morale, même s'il n'a pas cet art éthique et moral, il n'a jamais dirigé un groupe de 5 personnes. Vous voulez lui donner 21 millions de personnes? Quoi? Parce qu'il a lu quelques livres? C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est-à-dire, même s'il faut l'employer, il faut le préparer. Il faut le préparer, il doit accepter d'aller à la gouvernance locale. Ce n'est pas parce qu'on est prof d'université qu'il faut rêver d'être ministre ou d'être président. Non, il faut aller dans un village. Ok, à la gouvernance locale, oui. Qu'il aille à la gouvernance locale. Qu'il aille nous montrer qu'il a des idées, qu'il peut fédérer l'énergie d'une communauté et qu'il peut insuffler un projet de gouvernement. En ce moment, il n'est plus intellectuel,
il est homme politique. Il s'occupe de la gestion des affaires de la cité. Mais l'intellectuel, lui, il produit de l'idée, il produit des réflexions. Sa légitimité ne vient pas du fait que les gens l'applaudissent ou pas. Ça vient à travers les tests de la véracité scientifique de ses propos. Et ça, on en a besoin. D'accord. Vous êtes de la diaspora. Plusieurs pays ont su canaliser la diaspora, qu'elle soit intellectuelle ou pas, dans le développement. Alors, tirant l'expérience de votre, puisque vous êtes pratiquement à l'étranger, de votre long séjour là-bas et de comment est-ce que les autres pays font, comment est-ce qu'on canalise avec intelligence la diaspora pour la mettre au service du développement? On a vu le forum de la diaspora, et puis il y a une cité de la diaspora d'ailleurs qui a été érigée à cet effet. Comment est-ce qu'on canalise la diaspora pour contribuer à l'effort du développement? Encore, ça pose seulement une seule question. Est-ce que nous avons un État? Est-ce que nous avons un État stratège? Donc tout renvoie à la qualité de l'État. Ça renvoie à la qualité de l'État. Ça renvoie à la qualité de l'État. Si on vous demande aujourd'hui au Burkina Faso quelle est la liste des neurochirurgiens les plus qualifiés du Burkina, est-ce que notre État sait? Ressortissant burkinabé, est-ce que notre État sait? Il ne sait pas. Il y a des entreprises très intéressantes qui arrivent avec un ministre. Après, il y a l'autre qui vient, on jette ça à la poubelle. Quel est le problème? C'est l'existence de l'État, c'est l'existence d'une vision. Tant qu'il n'y a pas une vision, tant qu'il n'y a pas une politique qui est menée dans la durée, croyez-moi, ça ne produit pas de résultats. Il faut un État stratège qui s'asseye. Et qui, par exemple, dans le cadre de cette conférence nationale souveraine, il y a une section qui va devoir s'intéresser aux moyens de propulser le développement national. Dans cette question-là, une des questions qu'on va se poser, c'est celle de savoir quel est le rôle de la diaspora. Quel est le rôle de la diaspora burkinabé pour le progrès, pour le développement économique du pays. Moi, je dis une chose, le colon a fait beaucoup de mal dans notre pays. Mais quand le colon est venu et qu'il a regardé le Burkina Faso, il a dit une chose. Cette terre-là, sa plus grande richesse, c'est la qualité de ses hommes et de ses femmes. Ils sont courageux, ils sont intègres et ils sont travailleurs. Et c'est sur ça qu'on a misé. Quand on demande à nos papas, ils nous disent que les Burkinabés ont réalisé des infrastructures dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dans toute l'Afrique de l'Ouest. Quand c'était dur et qu'il faut des gens pour travailler, on choisissait les Burkinabés. Aujourd'hui, est-ce que notre État comprend que sa plus grande richesse, là, c'est la qualité de nos intelligences? Même si on n'arrive pas à tout absorber dans notre pays, on peut exporter de l'intelligence. L'Inde est en train de le faire avec les États-Unis. Avec grand succès. Avec grand succès. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir une politique de l'éducation qui sait ce que c'est. On est en train de forcer nos enfants avec le français, le français, le français. J'adore la langue française. J'écris des poèmes en français. Je réfléchis en français. Mais pour pouvoir compétir au haut niveau, les Français parlent anglais. Donc ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Et c'est vraiment là toutes ces choses-là dont je veux qu'on s'interroge. Quelles sont nos options stratégiques? Les gens nous disent qu'on n'a pas beaucoup de ressources naturelles. D'autres nous disent non, on a beaucoup d'or. Mais 1 kilo d'or qui est sorti du sol, il n'existe plus. Donc dans 100 ans, les enfants ne pourront pas voir ce kilo d'or. Quelle est notre richesse? En quoi investissons-nous? Quel est notre capital? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Burkina doit former des élites, des gens qui sont bons partout, pas seulement pour lui, pour d'autres pays. Voilà qui est bien dit. Former pas forcément pour nous, mais pour d'autres pays. On a aussi la capacité d'importer même les intelligences pour les mettre à notre service. C'est tout pour cette émission parce que le temps qui est imparti est terminé. Nous vous disons merci d'être venu. Merci également à Joël Eliou de la télévision, le réalisateur, et celui de la radio, c'est Alphonse Déduit. Encore une fois, nous vous disons merci. Nous disons merci également à madame, monsieur, vous qui nous avez suivis. Et nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission.
l'émission Monde Politique. Au revoir et bien des choses chez vous. Merci.